Bonjour Guillaume Lacroix, installez-vous. Bienvenue dans le talk de France Info. Je pense que Paul a déjà une question pour Mais vous. oui, puisque je vous écoutais dans l'auditorium à l'instant pour cet événement Demain l'Europe avec France Info, et je me suis dit, Guillaume Lacroix, il est à la tête d'une liste revendiquée, puisque vous l'avez dit, de centre-gauche. Je me suis dit, une liste de plus de gauche. Est-ce que vous n'avez pas peur de, entre guillemets, vider la salle et d'éparpiller toutes les voix de gauche lors de cette élection? Moi, je crois que la gauche qui se divise et la gauche qui s'éparpille, c'est la NUPES. Il se trouve que moi, Donc vous ne faites pas partie. La NUPES, je n'en ai jamais fait partie. Ma famille politique n'en a jamais fait partie parce que nous avions considéré dès le début qu'être avec la France insoumise était en fait en contradiction totale avec nos valeurs. Donc on a été très cohérents, on est allé tout seul aux législatives. Déjà, il y a 2 ans, on va de la même manière, puisque personne n'a voulu se rassembler sur cette ligne claire, en dehors des formations qui sont sur ma liste, eh bien, on a décidé d'aller de la même manière aux européennes. Mais Raphaël Glucksmann, qui est tête de liste du Parti socialiste Place Publique, qui est son parti également, c'est l'alliance des deux partis, dit à peu près la même chose que vous. Il se revendique un petit peu en dehors de la NUPES. Quelles sont vos différences fondamentales? Moi, je me demande depuis quelques jours si Raphaël Glucksmann ne s'est pas trompé de liste. Je vous pose, moi, la question dans ce sens, parce que, si vous voulez, il a appelé à voter pour la NUPES il y a 2 ans. Bon, on a le droit de se tromper, hein. Et puis ensuite, il est allé prendre la tête de liste du Parti socialiste, dont le premier secrétaire dit matin, midi et soir qu'il y aura une NUPES 2 avec LFI sans M. Mélenchon, pense-t-il, mais avec la France insoumise. Il a mis sur sa liste des candidats en position éligible qui sont tous des artisans de cette idée qu'il faudrait une NUPES 2 avec LFI sans Jean-Luc Mélenchon, disent-ils, ou rêvent-ils, mais ils le disent. Moi, je m'interroge. Quand vous êtes sincère, vous ne prenez pas la tête d'une liste qui dit l'inverse de vous, et vous ne faites pas élire des gens qui disent l'inverse de vous. Ou alors, ça veut dire qu'il y a un problème, que c'est flou, et quand c'est flou, il y a un loup. Mais vous ne pensez pas que la réussite de la gauche, surtout dans la perspective de 2027, passe par une alliance? Ah, je pense qu'elle passe par une alliance. Moi, vous savez, si on n'a pas été Et candidat... pas autour de Jean-Luc Mélenchon. Non, non, pas autour de LFI. Vous savez, moi, j'ai du mal à résumer les idées politiques à un homme. Je pense qu'en démocratie, on n'a même pas le droit de résumer les idées politiques à un homme. Il y a une famille politique, elle s'appelle la France Insoumise, qui a des élus. Elle n'a pas que Jean-Luc Mélenchon, qui porte un discours, un projet. Ça ne sont absolument pas le mien. Et si on n'a pas été candidat tout seul pendant 30 ans, c'est parce qu'on a considéré pendant 30 ans que l'union de la gauche l'emportait sur tout. On était chaque fois en soutien ou membre de coalitions, ou en tout cas de rassemblements beaucoup plus larges. Ce qui devrait interpeller, c'est pourquoi cette fois ça n'a pas été possible. Et moi, je le redis, ça ne sera possible devant les Françaises et les Français que si on est très clair vis-à-vis de la France insoumise, dont le projet politique est un projet politique qui, aujourd'hui, n'est pas porteur d'avenir. Vous êtes crédité de 1% dans les sondages. Qu'est-ce qui vous fait courir dans cette élection et qu'est-ce qui vous a fait tenir alors que, je le rappelle pour ceux qui nous regardent et nous écoutent, mais en clair, pour schématiser, il faut 5% pour envoyer des députés aux élections européennes, au Parlement européen. Oui. Alors, ce qui m'a fait courir, c'est les convictions. Vous avez compris que j'étais plutôt quelqu'un d'assez convaincu et je crois que quand on fait de la politique, c'est la première des choses que l'on doit aux électeurs. Ensuite, moi, les pourcentages, on verra bien. Ce que je sais, c'est que les petites listes, enfin celles qu'on appelle les petites listes, parce que en fait, quelle est la différence entre une petite liste et une grande liste? Vous avez réfléchi à ça? Bah, c'est l'appareil derrière le parti quand même. Le Non, c'est Rassemblement national, Renaissance sont des partis. c'est d'une part les sondages, c'est surtout le fait que c'est que des listes de sortants. C'est surtout que c'est que des listes de sortants. Moi, je suis une liste qui n'est effectivement pas une liste de sortants. Et donc, aujourd'hui, on arrive avec un projet, un regard différent, un projet nouveau. On essaye d'être super concret sur nos propositions politiques. Et faire 5%, c'est faire 33 voix par commune. Alors, on m'explique que ça sera impossible. J'en sais rien. Moi, je vous trouve tous très présomptueux de penser que ça n'arrivera pas. Et puis, par ailleurs, vous savez, je pense que toutes ces listes qui se sont additionnées, qui apportent un nouveau projet, elles amènent des électeurs qui ne seraient pas venus voter. Chaque fois qu'on fait voter un électeur de plus, on fait baisser la proportion du vote d'extrême droite dans le résultat de dimanche soir. Moi, je crois qu'on fait œuvre utile dans ce débat, pour l'instant, tout à fait désintéressant ou inintéressant pour beaucoup des Françaises et des Français. Vous avez une question de Silou. Salut Silou, merci pour ta question, merci de nous avoir rejoints. Silou qui nous dit « Je suis d'accord avec M. Lacroix, la gauche ne doit pas être autour de M. Mélenchon, car on est nombreux à la rejeter pour ça. Mais alors pourquoi vous n'avez pas construit une alliance avec M. Glucksmann ?» Alors ça recommence, donc je vais vous redire. Je vais réexpliquer. Je pense que vous n'avez pas été assez clair. Non, mais il y a un problème. Non, mais parce Il y a d'autres questions. Enfin, je trouve il y a que pas moi, mal de je questions suis autour de ça. peut-être le seul à être très clair, mais qu'on ne veut pas. Écoutez, nous avons dit dès le début que ça n'était pas possible avec la France insoumise, pas seulement avec M. Mélenchon, que ça n'était pas possible avec la France insoumise, parce qu'on est en désaccord sur la République, en désaccord sur la laïcité, en désaccord sur l'Europe. Enfin, que finalement, on n'est pas en désaccord sur des chicaillards, on est en désaccord sur des vrais sujets de fond. Le Parti socialiste a fait l'inverse.
il s'est rangé derrière la plateforme de la France Insoumise. Donc pendant 2 ans, nos chemins se sont séparés. Au moment où ils auraient pu se retrouver, parce qu'on peut acter qu'ils se seraient rendus compte qu'ils ont été légers, qu'ils ne sont pas été sérieux, qu'ils ont commis une erreur même. Au moment où j'ai tendu la main, ils ne l'ont pas souhaité. Pourquoi ? Parce qu'ils ont considéré que leur devenir et leur avenir passaient par de nouveaux accords avec la France insoumise. Et donc, sans Jean-Luc Mélenchon, disent-ils, mais ça c'est un vœu pieux. Ça, moi, je veux bien qu'on en discute des heures, mais enfin, c'est quand même pas le Parti socialiste qui va choisir si Jean-Luc Mélenchon reste à la tête de la France insoumise ou pas. C'est la France insoumise qui va choisir. Donc moi, je pars pas du principe que le sujet, c'est Jean-Luc Mélenchon ou pas, c'est le projet politique de la France insoumise. Je ne suis pas en accord avec. Le Parti socialiste veut y retourner. Monsieur Glucksmann mène une liste de gens qui veulent y retourner. Il va faire élire des gens qui veulent y retourner. Bon, bah écoutez, on n'est pas d'accord, on n'est pas d'accord. En démocratie, c'est pas un drame. Mmh. Est-ce que vous reprochez cette stratégie du coup d'éclat? On a beaucoup aussi entendu la France insoumise pendant cette campagne parler uniquement de Gaza, par exemple. Est-ce que la stratégie du coup d'éclat est encore quelque chose qui marche? Et est-ce que finalement, pour vous démarquer, faire entendre parler de vous, parce que les sondages sont ce qu'ils sont, mais ils vous donnent à 1% environ dans les différentes études, est-ce qu'il vous a pas manqué à un moment un coup d'éclat dans cette campagne? Si vous voulez dire que je ne suis pas connu parce que j'évite de dire n'importe quoi quand on me tend un micro, je vous le confirme. Si vous voulez me faire dire que je ne suis pas connu parce que je considère que le propos politique est plus important que l'outrance et l'hystérisation, je vous le confirme. Si vous voulez me faire dire qu'en politique, il serait peut-être temps de revenir à des propos qui ne sont peut-être pas des propos de buzz, mais qui permettent de faire avancer les dossiers et de changer la vie des gens, je vous confirme que c'est plutôt ma vision du monde. Alors, vous regrettez que je ne sois pas connu parce que je ne dis pas n'importe quoi. Moi, je le regrette pas personnellement. Ah, ça m'aurait fait plaisir pourtant. Mais la réalité, c'est que je pense que parfois, il faut aussi, quand on fait de la politique, pouvoir se regarder dans la glace en se disant qu'on n'est peut-être pas connu, mais qu'au moins on n'est pas allé expliquer que le drame de ce pays, c'était les barbecues. Vous voyez. Il y a Paul BG dans le chat qui vous demande votre position sur le nucléaire. Moi, je crois que le nucléaire est une énergie non carbonée qui nous aide à sortir des énergies fossiles. Après, je n'ai pas de religion ni pour ni contre le nucléaire. C'est-à-dire que je ne fais pas partie de ces gens qui sont prêts à se crucifier en expliquant que si vous êtes pas pour, vous êtes un fou, et que si vous êtes pour, vous êtes un fou. Moi, je crois qu'il va falloir en sortir un jour ou l'autre, puisqu'on a un problème de traitement des déchets notamment, qui est quand même non neutre, problème de risque qui existe aussi, un problème de carbonation, y compris pour acheminer les minerais. Donc, il ne s'agit pas de regarder le nucléaire en disant c'est l'énergie qui va rester pendant des siècles et des siècles encore. Mais ce que je sais aujourd'hui, c'est qu'on en a besoin. Ce que je sais aujourd'hui, c'est que la consommation électrique, sans parler de réindustrialisation de l'Europe, va augmenter mécaniquement dans les 10 ans de 35%. Ce que je sais, c'est que l'offre nucléaire ne va pas permettre d'y répondre. Et que donc, il faut aussi pousser massivement les énergies renouvelables de manière à pouvoir équilibrer le mix énergétique, le mix électrique, et être capable d'avoir une production demain plus souveraine et évidemment respectueuse de l'environnement avec des risques moins importants. Je prends juste les problèmes dans l'ordre. Il faut sortir de l'énergie fossile. Pour l'instant, le nucléaire aide à cela. Il assure une production qui est quand même colossale, à un prix soutenable. Pour autant, je pousse le fait qu'on améliore le mix énergétique. Et demain, si on arrivait à un 100% renouvelable, dans 50 ans, dans 60 ans, eh bien, écoutez, tant mieux. Enfin, il ne s'agit pas sur ces questions, mon avis, d'être dogmatique. Il suffit d'être un peu réaliste. J'avais déjà répondu en partie, mais visiblement, on vous demande d'approfondir un petit peu. C'est une question de Bobby JR, Bobby Junior, certainement. Salut Bobby, qui dit, mais quelles sont vos différences fondamentales avec EELV, Europe Écologie Les Verts? Alors, avec EELV, nous n'avons pas la même approche. Alors, d'abord, des questions sociétales et sociologiques, de manière générale. Je vous l'ai dit, nous sommes un parti très attaché à la République laïque, universaliste, c'est-à-dire qu'on refuse de regarder les femmes et les hommes en partant d'abord de ce qu'ils sont, un homme, une femme, en partant de savoir s'ils ont une croyance, s'ils n'en ont pas une, en partant de savoir s'ils ont une origine ethnique ou culturelle différente. Nous, c'est pas vraiment notre façon de regarder le monde. On regarde le monde en regardant la valeur des femmes et des hommes qui le composent, sans se poser plus de questions sur ce qu'est leur vie privée, individuelle, intime, ou leur choix de vie. Ensuite, on défend ardemment l'idée d'une écologie qui soit une écologie au quotidien réaliste. Moi, j'ai connu les écologistes vous expliquant qu'il fallait sortir absolument du nucléaire très très vite. Les mêmes vous expliquent aujourd'hui que finalement, ils s'étaient peut-être un peu trompés. Les écologistes vous expliquent qu'aujourd'hui, la planète brûle, mais ils créent des débats autour du barbecue. Je ne suis pas sûr que ce soit l'urgence. Moi, je crois qu'on a aujourd'hui besoin d'embarquer absolument la population dans des questions d'adaptation au changement climatique, parce que
Il y a ce qu'est la lutte contre le réchauffement climatique, c'est-à-dire l'amélioration notamment des logements, le fait d'avoir un peu plus de sobriété dans la consommation. Ça, c'est pour aider à ralentir la hausse des températures. Il y a un sujet dont les écologistes ne parlent jamais, c'est l'adaptation à ce qui est inéluctable. Aujourd'hui, nous avons un changement climatique qui est là. Nous avons des aléas climatiques qui vont, quoi qu'on fasse, dans les 10, 15, 20 ans qui viennent, être là. Comment on vit avec ça? Comment on s'adapte à cela? Comment on lutte contre le fait qu'on va devoir vivre avec 40-45 degrés sans être forcément dans le tout climatiseur qui n'est pas forcément la bonne solution? Sur ces sujets-là, vous n'avez jamais de réponse. Monsieur Lacroix, j'ai une question de Sunky. Alors Sunky tient absolument à poser sa question. C'est une bonne question. Sunky, elle correspond, comment dire, elle n'interroge cependant pas le programme de Guillaume Lacroix, mais je vous la pose à vous, Guillaume Lacroix, puisque vous êtes avec nous pendant 20 minutes. Donc désolé pour vous. C'est en Allemagne, en Belgique, en Portugal, en Espagne. Il n'y a pas de seuil pour être élu. En France, si une liste fait moins de 5%, elle n'aura aucun élu au Parlement européen, alors que des centaines de milliers de personnes auront voté pour elle. Est-ce que vous ne trouvez pas que ce principe est antidémocratique? Ah, moi, je crois que c'est effectivement un sujet. Si on fait, admettons qu'on fasse 4,5%, on devrait flirter avec les 600 000 voix. Si on fait 4,5% sur, pardon, 1 million de voix, oui. Si on fait 4,5%, on va flirter avec le million de voix. On n'aura pas d'élus. Avec pourtant 1 million, 1,1 million électeurs qui auront voté pour nous. C'est effectivement interrogeant. Par contre, si on fait 5%, là d'un coup, on a 5 élus d'un coup. C'est-à-dire que par contre, c'est la bonne nouvelle pour voter pour nous. C'est que ceux qui s'interrogent sur ce qu'il faut voter pour les petites listes, chaque fois qu'une petite liste fait 5, elle prend 5 élus. Donc nous, on représente potentiellement 5 élus de gauche qui n'étaient pas prévus et à qui on les pique aux grandes listes. Et c'est qui les grandes listes? C'est l'extrême droite. Alors honnêtement, vous privez pas. Si vous avez envie d'avoir 5 élus non prévus à gauche et un peu moins à l'extrême droite, je pense que notre liste répond parfaitement à vos attentes. Je voyais dans le chat qu'on nous demande aussi de parler du fond de vos propositions. Et en vous écoutant tout à l'heure, il y a quelque chose qui m'a marqué. C'est le débat que vous avez eu notamment avec la salle sur votre proposition d'une forme de ministre commun des Affaires étrangères à l'Union européenne, à l'Europe. Comment on peut mettre une telle proposition en œuvre? Est-ce que c'est vraiment réalisable aujourd'hui? C'est pour ça que je vous ai dit non. Ce qui était le tropisme du débat, c'est de prendre notre projet par la fin du film. Moi, j'essaye de vous parler du début du film. Le début du film, c'est pas demain matin, parce que Guillaume Lacroix et sa liste auront décidé qu'il y aura un ministre des Affaires étrangères européennes, que ça va avoir lieu. Donc, on a écrit le film un peu différemment. Et demain, le sujet, c'est d'abord de commencer à rassembler les Européens autour d'un pilier commun au sein de l'OTAN. En 1996, l'OTAN, dans ses statuts, a prévu un pilier européen de l'OTAN qui n'a jamais été mis en œuvre. Donc ça veut dire qu'il n'y a même pas besoin de changer des traités, il n'y a pas besoin de réécrire des textes. Il suffit aujourd'hui de mettre en œuvre ce qui existe. Un pilier de rassemblement de l'Europe et de l'OTAN, ça veut dire un rassemblement à la fois financier, évidemment, une capacité à agir ensemble sur les conflits. Et donc, à partir du moment où vous prenez cette habitude de travailler ensemble en dehors de la mainmise des États-Unis, vous commencez à construire une diplomatie européenne qui va avec. À la fin du film, si vous avez réussi, vous permettez d'avoir une voix commune pour parler dans les désordres du monde. Oui. Vous trouvez qu'il y a trop de dépendance au parapluie américain aujourd'hui? Et moi, je ne comprends pas qu'on dise que l'Europe est la première puissance mondiale en théorie et qu'on passe notre temps à se demander quelle relation on va avoir avec d'autres continents et si on va s'appuyer, par exemple, sur les États-Unis pour notre défense. Enfin, je ne comprends pas ce discours, en fait. Soit on explique qu'il n'y a pas besoin d'Europe, et auquel cas on dit c'est les États-nations et chacun se débrouille avec ses amitiés historiques. Soit on dit on fabrique un grand continent de paix et de sécurité, et auquel cas alors on s'en donne les moyens. On n'attend pas de savoir si c'est un continent voisin qui va venir assurer notre sécurité. Il y a quelque chose qui ne se raconte pas dans cette affaire, en fait. C'est pour ça que nous, on dit... à défaut de proposer une armée européenne demain matin, parce qu'on sait bien que ça n'existe pas en réalité demain matin, vous donnez un ordre à l'armée dans quelle langue? D'abord, qui le donne? À qui on la confie, mais en plus, vous le donnez dans quelle langue? Bon, on dit, essayons d'abord de rassembler les forces militaires de nos États, de les faire coopérer de façon plus étroite, et surtout de s'affranchir du bon vouloir ou pas des États-Unis. Moi, j'ai rien contre eux. Pas le sujet d'être pro ou anti-américain, c'est le sujet de se dire, enfin, moi, je suis d'abord européen. Virginie vous demande quel est votre programme sur l'immigration. Qu'est-ce que vous répondez à Virginie? Vous avez un programme sur l'immigration? Vous auriez voté le pacte asile et immigration? Oui. Oui, ce que je crois, c'est qu'il y a d'abord l'asile, qui est la question quand même de l'honneur, de la fraternité, dirait-on en France, mais de l'honneur de l'Europe. Nous sommes un espace de paix, de sécurité, de démocratie, on l'explique au monde entier, donc notre devoir est d'accueillir les victimes d'oppression. Ce que nous disons, nous, c'est que dans l'asile, en fait, on est indigne. Parce que, en réalité, aujourd'hui, que se passe-t-il pour les femmes et les hommes qui fuient?
Ils sortent d'un pays d'oppresseurs pour tomber dans les mains de passeurs. Et ensuite, s'ils arrivent vivants, on essaye de voir comment on traite leur demande d'asile. Ça fait quand même beaucoup de souffrances ajoutées les unes aux autres. Ce que nous disons, nous, sur l'asile, c'est que nous pourrions avoir un renforcement de nos réseaux consulaires, c'est-à-dire consulats, ambassades européens partout dans le monde, qui puissent être les premiers spots d'entrée, les premiers points d'entrée pour demander l'asile et être acheminés en sécurité vers l'Union européenne. Parce qu'aujourd'hui, ça existe, mais c'est très marginal, parce que nous n'avons cessé de réduire et de détruire nos réseaux consulaires dans le monde, et qu'on n'est pas capable d'organiser cela. Et moi, je pense qu'à défaut de la solution indigne de l'Angleterre, qui est de dire je sous-traite à un pays d'Afrique une espèce de spot mondial de tout En ce l'occurrence, qui le le Rwanda. Rwanda, qui n'est pas n'importe lequel, nous aurions intérêt à avoir un réseau consulaire qui coopère d'Européens pour permettre l'acheminement en sécurité. Sur l'immigration, pour répondre complètement à la question, moi je fais partie de ceux qui pensent que dire que l'immigration zéro est un projet mente et hontément, d'abord parce que l'immigration est un phénomène naturel depuis la nuit des temps, qu'ensuite il va y avoir et il continuera d'y avoir des migrants, et c'est heureux parce qu'aujourd'hui sans migrants, nous aurions une démographie catastrophique, une économie incapable de se relever. La vraie question que je pose régulièrement, c'est de dire, aujourd'hui, le vrai sujet, ce n'est pas de considérer l'immigration comme un problème, c'est de considérer l'intégration comme une priorité. Et ça, sur ce point, il y a eu une faillite en France et en Europe. Je vous écoutais aussi tout à l'heure dans l'auditorium. Autre proposition qui a d'ailleurs fait débat et sur lequel vous vous êtes en partie expliqué, c'est cette idée de revenu minimum garanti, de revenu Revenu de universel. base. Qu'est-ce que c'est que ce revenu? Et là encore, est-ce que c'est réalisable, entre guillemets? Oui, alors en politique, d'abord, tout est réalisable. D'abord, si j'avais pu être un peu moins interrompu sur le plateau, je vous aurais expliqué d'abord que les traités européens prévoient que l'Europe a une fonction et une compétence en matière d'accompagnement des politiques qui luttent contre l'injustice sociale. Deuxièmement, le revenu de base, c'est quoi? C'est un revenu de base, c'est-à-dire revenu, pas une indemnité, pas un minima social, qui permettrait d'avoir non pas un salaire minimum européen, ça ne veut rien dire, puisqu'aujourd'hui nous avons des écarts de salaire colossaux, mais pour des gens qui ont une activité, d'avoir un minimum garanti, c'est-à-dire que c'est plutôt un appel à aller bosser, hein, pour dire les choses comme elles sont, et d'avoir un revenu garanti, une base, qui soit à peu près la même partout en Europe. Vous avez une question de Tutor, Guillaume Lacroix. Salut Tutor. Monsieur Lacroix, est-ce que vous pensez que l'Europe est assez puissante pour imposer ses idées aux GAFAM? Et sinon, si elle ne l'était pas, comment elle peut améliorer cet état de fait? Aujourd'hui, le problème, c'est que les GAFAM, c'est un problématique d'abord de taxation et de fiscalité. Bon. La taxation et la fiscalité aujourd'hui, ça dépend des États. C'est un vrai sujet. Moi, je crois que le premier des urgences, et c'est dans notre projet, c'est de lutter contre le dumping fiscal entre États européens, c'est-à-dire de lutter contre les paradis fiscaux au sein de l'Union européenne. Et il y en a, on n'en parle jamais. Je pense notamment à l'Irlande, mais on pourrait parler d'autres. Et la première des urgences, c'est d'égaliser le niveau de revenu entre les États, le niveau de taxation, pardon, des entreprises et des bénéfices entre les États européens. Et ça, c'est tout à fait faisable si vous dites la chose suivante: demain, quiconque ne respecte pas un taux de taxe commun sur les entreprises ne touche pas ces aides européennes. C'est le seul moyen de contourner la toute-puissance des États sur la question de la fiscalité. Et c'est plus faisable que d'imaginer ce concours l'épine, chacun sa taxe, là, que chacun invente, et dont on ne voit absolument jamais le jour. Il y a eu un vrai concours l'épine pendant cette campagne. Oui. Vraiment, mais comment vous expliquez que les enjeux de cette campagne européenne alors soient passés à ce point sous silence et n'aient vraiment pas franchi le mur du son? D'abord parce qu'on n'a pas parlé des sujets dont parlent les Français. Moi, je vous dis, quand je suis en campagne, tous les jours, depuis 2 mois et demi, on ne me parle pas des sujets dont on parle à la télévision, pour faire simple. Hein. On me parle d'amoxicilline et de Ça, c'est votre paracétamol. proposition numéro 1. Mais parce qu'on m'en parle depuis le début. Si vous voulez, ça fait depuis le début qu'on me dit, enfin, vous êtes bien gentil, monsieur Lacroix, vous êtes pour l'Europe, vous voulez renforcer l'Europe, tout ça, c'est formidable. Mais moi, vous comprenez, quand mon gamin est malade, il n'y a pas de quoi faire baisser la fièvre et soigner avec de l'amoxicilline dans la pharmacie. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Vous lui dites, vous inquiétez pas, chère madame, je vais rajouter un volet au Green Deal. Mais enfin, on se moque du monde. Moi, j'essaye simplement d'expliquer que l'Europe, c'est aussi la capacité à faire des cachets, tout simplement pour qu'on puisse se soigner. 10h, bientôt 22 dans 1, 2, 3. Il est 10h22 sur le talk de France Info. Merci Guillaume Lacroix. Merci de nous avoir fait Merci à vous. l'amitié de ces minutes passées ensemble.